Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je m'appelle Louis Dubost. Dans le cadre de la réflexion sur la justice proposée par l'autre prépa, je propose que nous revenions ensemble sur les états généraux de la justice qui sont organisés à partir du 18 octobre 2021 et jusqu'au 28 février 2022, que nous tentions de comprendre ce que sont les états généraux, ce que c'est que cette institution qui remonte au Moyen-Âge, qu'on tente de comprendre pourquoi est-ce que ces états généraux ont été remobilisés opportunément à partir de la fin du XVIIIe siècle dans une ambiance pré-révolutionnaire, et enfin que nous saisissions pourquoi ceux-ci sont aujourd'hui remobilisés depuis une douzaine d'années environ, et pourquoi est-ce que Emmanuel Macron a décidé, en accord avec Chantal Arens et François Molins, de les réorganiser à la fin de l'année 2021 afin de faire aboutir une nouvelle réforme de la justice. Donc, nous raisonnerons ici en deux temps, comme tout juriste, avec un plan un peu chronologique. D'abord, nous verrons d'où viennent les états généraux, dans quel sol médiéval ils s'enracinent, avant de saisir le contexte par lequel je vais même m'ouvrir cette intervention pour recontextualiser néanmoins un peu le phénomène. Avant donc de comprendre comment est-ce qu'ils vont être ressuscités à la fin du XVIIIe siècle par Louis XVI, avant de connaître une nouvelle longue éclipse et d'être remobilisés d'abord par Nicolas Sarkozy en 2009, Nicolas Sarkozy, Roselyne Bachelot, puis de revenir sur le devant de la scène ces toutes dernières années. Et la formule, et bien sûr il faudra tenter de comprendre pourquoi, la formule d'états généraux fait généralement, en tout cas auprès du grand public, écho à leur réunion opportune en 1789 dans un contexte révolutionnaire. C'est un contexte de crise, en tout cas pour la monarchie, y compris quelques années auparavant, puisque le roi Louis XVI pouvait bien crânement affirmé au duc d'Orléans en novembre 87, c'est légal parce que je le veux. La formule, la bravade ne trompe personne. En réalité, le pouvoir royal à la fin du XVIIIe siècle, donc même avant 1789, apparaît comme sinon faible, tout du moins contesté. L'absolutisme royal, dont il va être beaucoup question dans cette intervention, est lui-même largement battu en brèche par l'opposition de l'opinion publique et des parlements. J'y reviendrai. D'ailleurs, l'expression même d'opinion publique, et c'est pas anodin, fait opportunément son apparition dans le dictionnaire de l'Académie en 1777, ce qui signale bien qu'il y a là quelque chose qui est en train d'émerger à la fin de ce XVIIIe siècle et qui va trouver un terrain d'expression propice dans le cadre des États généraux. Et c'est vrai que le quadruplement environ de la production de livres tout au long du XVIIIe siècle, écrits de tout type, pamphlets évidemment énormément, justifie la circulation plus grande de ces opinions politiques qui vont demander à s'exprimer cette fois-ci de manière officielle dans le cadre des États généraux. Et donc, comme je vous le disais, la réunion des États généraux à la veille de la Révolution, en 1789, je vais évidemment revenir dessus, s'inscrit comme la dernière étape de toute une phase d'épuisement de la monarchie qui s'avère incapable de se réformer. C'est le grand enjeu de la monarchie française dans les années 1770-1780. Monarchie qui est, tout parallèle avec la situation contemporaine, évidemment, serait purement fortuit, lourdement déficitaire, puisque elle perd environ 130 millions de livres par an, et en raison, là encore, vous apprécierez le parallèle, en raison d'une dette abyssale qui engloutit la moitié des recettes du royaume. Donc, tout ça pour vous dire que, confronté à la fois à une opposition de l'opinion massive, opinion bourgeoise, j'entends, à une fronde parlementaire, laquelle est ancienne, et à des déficits économiques structurels qui l'empêchent de mener à bien sa politique, Louis XVI tente néanmoins de sortir par le haut et de faire aboutir deux grandes réformes qui lui tiennent à cœur personnellement et qui sont dans les fontes de la monarchie depuis plusieurs décennies. D'abord, une refonte de l'administration provinciale, et ensuite, et c'est autour de ça que va se nouer très largement la crise, une refonte de la fiscalité. En effet, le contrôleur général des finances, qui s'appelle à l'époque alors Calonne, cherche à désamorcer l'opposition des parlements. Toute l'histoire de la monarchie française, au moins depuis Philippe le Bel, est une lutte, et ça sera encore davantage vrai à partir de Louis XI, est une lutte entre la volonté de centralisation du pouvoir par la monarchie, qui annonce l'effort jacobin de centralisation des institutions, à partir de la Révolution française, et les forces centrifuges
parlementaire qui cherche au contraire à accaparer, en revendiquant la possibilité d'opposer le droit naturel au droit du souverain, qui cherche à accaparer un droit local, régional, qui échapperait à l'emprise parisienne. Bon, ce qui, là aussi, si on se permet un petit anachronisme, annonce l'opposition girondine à la centralisation jacobine. Et donc, fort de ce bras de fer engagé depuis des siècles, Calonne cherche à désarmer, comme je vous le disais, les parlements, qui avaient déjà fait échouer les projets de réforme sur des thèmes identiques, donc c'est-à-dire la fiscalité et l'administration provinciale en 1785, en 1786. Et pour ce faire, Calonne va ressusciter une vieille institution qui avait largement disparu depuis le tout début du XVIIe siècle, qu'on appelle l'Assemblée des notables, destinée à entendre les vues du roi et à permettre, bien sûr officiellement pour le soulagement du peuple de France, de mener sa politique et de la faire enfin aboutir. Il s'agit là de membres issus de la bonne société, nommés par le roi, très contrôlables, sûrement tous en 44. C'est évidemment beaucoup plus facile à manipuler que les turbulents parlements de province comme le Parlement parisien. Simplement, il advient ce que Calonne n'avait pas pu prévoir, que cette assemblée de notables, au lieu d'appuyer la politique royale et son projet de réforme fiscale, qui entraînerait d'ailleurs, c'est ça le paradoxe de la Révolution, une répartition beaucoup plus équitable de l'impôt qu'elle n'avait lieu alors, mais l'Assemblée des notables prétend défendre les intérêts du peuple pour s'opposer à la volonté royale, alors qu'en l'occurrence la volonté royale était bien plus favorable au peuple que ce que réclamaient les assemblées. En tout cas, l'Assemblée des notables refuse d'avaliser le projet de réforme fiscale voulu par le contrôleur général, et aussi gagné sans doute par l'esprit des Lumières, ou faisant mine de l'être tout du moins, estime que seule une assemblée élue, une assemblée réellement donc représentative, à la différence de l'Assemblée des notables qui, je me répète, a été convoquée par le roi, choisie, et dont les membres ont été choisis par le roi, donc seule une assemblée élue devrait être suffisamment légitime pour se prononcer sur la création d'un nouvel impôt, puisque c'est un des sujets de contentieux très lourds entre le roi et les parlements depuis depuis le Moyen Âge, depuis en gros le début du XIVe siècle, qui est la création de l'impôt. Est-ce que l'impôt doit être consenti, accepté par le peuple et ses représentants, ou est-ce qu'au contraire le roi peut souverainement décider de sa politique fiscale, notamment pour lever les fonds nécessaires afin d'entretenir une armée permanente, et donc ainsi renforcer l'emprise de l'État sur le territoire, mais aussi pouvoir projeter des opérations extérieures. Et sous couvert donc de défendre les intérêts du peuple, l'Assemblée des notables, le Parlement de Paris s'oppose alors à ce qu'ils appellent le despotisme ministériel. L'expression arrive à ce degré, disons, de viralité à la fin du XVIIIe siècle, ce qui permet de ne pas cibler directement la personne du roi, et on verra que c'est important, mais de s'attaquer à ses ministres. Et donc, autour de cette ambiance, disons, sinon pré-insurrectionnelle, en tout cas d'opposition, commence à monter une vague intellectuelle qu'on appelle la vague des patriotes. Ce qu'on appelle les patriotes, et le terme apparaît vraiment à la fin du XVIIIe siècle, c'est un courant de pensée incarné par des gens, disons, aux esprits avancés, comme on dit alors, c'est-à-dire qui ont goûté au libéralisme et au contractualisme des Lumières, Lafayette, Mirabeau, Condorcet. Gens qui généralement sont frottés des idéaux de la franc-maçonnerie, qui sont inspirés aussi par le modèle libéral des tout jeunes États-Unis d'Amérique, et qui à ce titre-là apportent un soutien sans faille au Parlement de province comme Parlement de Paris, pour s'opposer ici à la volonté royale. Et en l'occurrence, en 1788, donc alors que l'affaire, à partir de 1787, est fort mal engagée, le roi, plutôt que de désamorcer la situation, décide au contraire d'accepter et même de provoquer le rapport de force en bâillonnant les parlements, en leur retirant ici le droit d'enregistrer les édits et ordonnances et en limitant enfin leur attribution judiciaire. Il met donc en vacances les tribunaux, ce qui bien sûr suscite une vague de mécontentement dans l'opinion importante, facilitée encore, je vous l'ai déjà dit, par la circulation accélérée à l'époque de pamphlets.
Et cette opposition, donc là, prend réellement une ambiance pré-insurrectionnelle, à tel point que Louis XVI, finalement, cède, renonce à sa réforme fiscale, celle-même qui avait déjà achoppé en 1785, déjà achoppé en 1786, et il annonce, ce qui avait été demandé fréquemment ces derniers mois, il annonce par un arrêt en Conseil du 5 juillet 1788 la convocation prochaine des fameux États généraux, donc, rassemblant alors des représentants des trois ordres du royaume, le tiers-état, la noblesse et le clergé, et il souhaite leur réunion pour le 1er mai 1789. Voilà déjà quel est le contexte très rapide qui explique la résurrection de ces États généraux qui n'avaient pas été convoqués depuis 1614, vous voyez, dans le royaume de France, à la veille de la Révolution, et c'est évidemment là l'étincelle qui va provoquer la Révolution française. Alors que sont vraiment ces fameux États généraux, d'où ils viennent, pourquoi est-ce que le roi les convoque à ce moment-là, et comment est-ce qu'on peut les interpréter aujourd'hui, évidemment, à la lumière de l'histoire française la plus contemporaine. Les États généraux remontent au XIVe siècle, c'est une invention de Philippe le Bel, qui cherche alors, à partir de 1304, à construire une véritable souveraineté royale, grande thématique de la fin du Moyen-Âge, comment échapper à la suzeraineté féodale qui fait du roi le sommet de la pyramide féodale, mais le rend en même temps totalement soumis à ses vassaux. Il suffit que les vassaux ne prêtent plus alors l'hommage qui est dû à leur suzerain pour que toute la pyramide féodale s'effondre et que le suzerain se trouve alors largement privé de son pouvoir, alors que si le roi parvient à se dire non plus suzerain, mais authentiquement souverain, cette souveraineté, il l'attire des institutions, il l'attire de Dieu directement, dont il serait fait lieutenant, c'est-à-dire celui qui tient lieu d'eux. Eh bien, alors, le roi pourrait échapper, à la base, si je puis dire, à l'autorité des seigneurs et, au sommet, à l'autorité du pape, celui qui, d'où augérer, qui va augmenter le pouvoir du roi. Et c'est tout ce qu'essaie de faire Philippe le Bel, c'est de tenter d'échapper à la satellisation pontificale, échapper à l'orbe du pape, et il le fait en convoquant pour la première fois en 1304 les États généraux. Les États généraux, donc, qui doivent permettre au roi de prendre des décisions nanties d'une caution populaire qui va lui permettre d'échapper à la caution pontificale. Et à cette occasion, le roi trouve donc dans la réunion d'assemblée dite représentative, alors vous voyez bien évidemment ce que toute une rhétorique contemporaine sur la démocratie représentative va pouvoir en faire, donc le roi y trouve toute l'occasion d'un appui large et indispensable à sa politique très ambitieuse, de détachement à l'égard donc de Rome, mais aussi d'accroissement du territoire et d'élaboration déjà d'une armée, sinon constante, en tout cas déjà professionnelle. Et cette convocation des États généraux et derrière l'image d'une monarchie, s'appuyant sur des assemblées représentatives, donne lieu, à partir du XIVe siècle, à toute une réflexion sur la nature du pouvoir royal, et généralement du pouvoir politique. Parce qu'évidemment, vous comprenez bien que les États généraux sont à la fois une formidable occasion pour le roi d'échapper à des autorités concurrentes, les seigneurs locaux et Rome, mais en même temps, ces États généraux peuvent être potentiellement dangereux, puisqu'ils soumettent la décision royale à l'accord du peuple. Et donc, à partir de là, deux tendances, pour résumer à grands traits ce qui a été développé par exemple, si ça vous intéresse, par l'historien du droit Jacques Crinen, K-R-Y-N-E-N, dans son ouvrage de 1991, L'Empire du roi. Deux traditions s'opposent, deux pensées politiques divergentes, une qui va aller regarder du côté des Grecs et d'Aristote, et l'autre qui va au contraire s'inspirer du droit romain. D'un côté, vous avez, toujours au début du XIVe siècle, le philosophe et juriste Nicolas Orem, O-R-E-S-M-E, qui, lui, va s'inspirer d'Aristote pour déterminer qu'il n'y a de bonne politique qu'appuyée sur une constitution qui nécessite l'accord commun de l'ensemble des citoyens. Ce qui, bien sûr, va avoir pour conséquence de légitimer les États généraux et de nécessiter leur convocation régulière. Vous l'aurez compris, puisque les États généraux n'ont pas été convoqués de 1614 à 1789, que ce n'est pas cette dernière option qui a prévalu. Celle qui a prévalu, c'est plutôt l'autre,
celle qui s'appuie cette fois-ci davantage sur une tradition romaine, conception beaucoup plus autoritaire, beaucoup plus verticale, qui va être par exemple incarnée en France une génération, après Nicolas Orem, mais toujours au XIVe siècle, par Jean de Gerson, et qui cette fois-ci va fonder l'union du pouvoir et de l'autorité, de la potestas et de l'auctoritas du roi, non tellement sur les assemblées représentatives qui avaient été convoquées pour l'occasion, mais qui ensuite le seront de manière beaucoup plus épisodique, mais au contraire sur la relation privilégiée établie entre le roi et Dieu. C'est là qu'apparaît, au XIVe siècle, la formule ensuite promise à un bel avenir du roi très chrétien. Si le roi est très chrétien, il n'a évidemment pas à soumettre ses décisions à l'accord du peuple, puisque qui est le peuple pour oser dénoncer une décision qui a été prise par un roi, lieutenant de Dieu sur terre. Et c'est cette formule du roi très chrétien qui va devenir le mantra de la construction politique française à partir du XIVe siècle. C'est sur cette formule que va se forger l'absolutisme royal, qui évidemment va marginaliser considérablement la convocation des États généraux. États généraux qui en plus vont, mais ça c'est dû à la conjoncture historique, mais qui vont en plus avoir mauvaise presse à la fin du Moyen-Âge, parce que au XVe siècle, dans le contexte de la guerre de Cent Ans, dont je vous passe évidemment ici les innombrables épisodes, qui nécessiterait plusieurs heures de développement. La guerre de Cent Ans voit s'affronter notamment, c'est une espèce de parenthèse au sein de la guerre de Cent Ans, les Armagnacs et les Bourguignons. Guerre civile, Armagnac-Bourguignon. Les Armagnacs prennent le parti du roi de France, quand les Bourguignons prennent le parti de l'Angleterre, dans le cadre de la guerre de Cent Ans qui va s'opposer donc la France à l'Angleterre entre, en gros, 1337 et 1453. Et les Bourguignons vont, pour tenter de détacher l'opinion publique du soutien au roi de France, vont tenter de vanter la convocation des États généraux. Évidemment, la partie est belle. Contre une conception très verticale, très romaine du pouvoir, qui exclut les États généraux, le duc de Bourgogne vante ces derniers afin de retourner l'opinion publique. Ce qui fait qu'après la victoire française en 1453, au détriment des Anglais et des Bourguignons, il est certain que les États généraux, qui sont passés comme un levier de contestation du pouvoir royal, vont se trouver plus critiqués et plus affaiblis que jamais. Ce qui explique qu'ils aient été assez peu convoqués et que lorsque, par exemple, le roi décide de les réunir à Tours en 1484, il le fait à un moment justement d'affaiblissement du pouvoir royal. Quand le pouvoir royal est fort, les États généraux ne sont pas convoqués. Lorsque le pouvoir royal est faible, comme c'est le cas en 1484 à Tours, Louis XI, grand roi s'il en est, grand roi de la construction souveraine s'il en est, meurt en 1483, 1484, c'est donc un moment d'affaiblissement du pouvoir royal. Là, les États généraux, et le modèle aristotélicien d'assemblée représentative, aussi anachronique évidemment soit la formule, reprend ici du poil de la bête. Donc l'impact médiéval des États généraux est réel, il ne s'agit pas du tout de le nier, évidemment, ils ont servi à la construction souveraine de la France, ils s'immiscent dans les brèches de l'absolutisme, mais en même temps limité. Et il faut, à mon avis, ici, enfin en tout cas à mon avis, et de l'avis de Jacques Crinen, sur qui je me suis ici appuyé, relativiser donc leur importance, parce que vous avez toute une historiographie française au XIXe siècle, incarnée notamment par Augustin Thierry, par exemple, dans son essai sur l'histoire de la formation et des progrès du tiers-État, paru en 1850, historiographie qui va chercher à réhabiliter les États généraux en y voyant une espèce de moment pré-républicain, pré-démocratique dans la France médiévale, ce qui permettrait de justifier derrière la Révolution française et puis le modèle parlementaire représentatif contre des modèles contemporains au XIXe siècle beaucoup plus autoritaires. L'ambition est peut-être belle et légitime, il n'empêche qu'historiquement elle ne tient pas complètement, comme le montre Jacques Crinen, qui explique que les États généraux, alors Jacques Crinen a particulièrement travaillé sur les États généraux de 1484, dans son ouvrage qui s'appelle Réflexions sur les idées politiques aux États généraux de Tours de 1484. Jacques Crinen montre que, en l'occurrence, le peuple
n'a joué dans ces États généraux qu'un rôle extrêmement marginal. Alors bien sûr, les États généraux rappellent par leur existence même l'impossibilité pour le roi de gouverner seul, rappellent l'importance du consentement à l'impôt. Je vous ai dit que c'était le thème principal. Mais en revanche, en aucun cas, ils ne limitent l'autorité du pouvoir royal. Et ça sera très important, ça, pour comprendre le contexte du XVIIIe siècle et pour comprendre la convocation très contemporaine des États généraux par Emmanuel Macron. Ne voyons pas dans les États généraux de 1484, de 1789, de 2021, l'occasion pour le peuple, de mouvement pré-gilets jaunes, de vouloir capter le pouvoir à leur détriment. Bien sûr, les États généraux arrivent à des moments où le pouvoir est en difficulté, mais ils sont, ces États généraux, l'occasion pour le pouvoir de tenter de se renforcer, de se ressourcer dans la caution populaire pour trouver une nouvelle légitimité. D'ailleurs, les États généraux ne mettent jamais en cause la légitimité du souverain. En 1789, il n'est pas question pour les États généraux de se revendiquer républicains. 1789 n'est absolument pas un moment républicain, c'est éventuellement un moment parlementaire. Mais la révolution devient vraiment républicaine en 1792, pas auparavant. 2021 ne sera donc certainement pas un moment anti-macronien. Il s'agit au contraire de renforcer, à terme, c'est un jeu dangereux, j'entends, mais c'est néanmoins l'ambition ici de l'exécutif, renforcer l'autorité du prince. Et c'est bien ce qui est voulu en 1789. La convocation des États généraux n'est pas là pour mettre à mal le pouvoir royal, sinon d'ailleurs il ne les convoquerait pas, mais bien au contraire pour raffermir cette autorité. Alors il y a deux points sur lesquels les patriotes refusent de tergiverser et qui vont être des points de crispation et qui vont faire de fait ici en 1789 dérailler l'ambition royale. D'abord, les patriotes qui avaient réclamé la convocation des États généraux, demandent que, en raison de leur masse, environ 95% de la population, les membres du tiers voient leurs élus doublés, afin qu'ils soient plus représentatifs que les deux autres membres, et en corrélation à ça, ils demandent le vote par tête, et non par ordre. Si le nombre d'élus du tiers double, et que le vote se fait par tête de présent et non par ordre, un clergé, noblesse et tiers-état, il va de soi que le poids du tiers-état deviendra absolument déterminant, et même écrasant, au détriment des deux ordres qui lui sont adjoints. Et vous voyez bien ici l'écho à Sieyès, qu'est-ce que le tiers-état, il est rien, il veut devenir quelque chose. C'est là, de manière cryptée, l'appel à une convocation régulière, c'est le deuxième point, on veut une convocation régulière des États généraux qui sont pas simplement là pour tenter de colmater la brèche face à un pouvoir royal vacillant, mais bien régulièrement convoqués dans l'espoir de l'établissement d'une monarchie constitutionnelle, et des États généraux régulièrement convoqués, mais qui en même temps seront pilotés largement par le tiers-État grâce à un vote par tête. Cette convocation des États généraux se passe en l'occurrence assez mal, et l'interprétation de cette mauvaise organisation, évidemment, induit un regard très politique porté sur la Révolution française. D'abord, les États généraux, évidemment, s'appuient sur les cahiers de doléances, vous en avez entendu parler, et généralement, ces États généraux, les assemblées qui sont d'abord réunies en mars et avril 1789 pour préparer donc les États généraux, sont considérées, ces assemblées, comme assez peu audacieuses, assez conservatrices, et en deçà des demandes réelles populaires. On a longtemps dit que les présidents de séance avaient totalement capté les débats et avaient empêché, lorsque en tout cas le tiers-État était invité, avaient empêché le peuple de s'exprimer. Il semblerait que cette lecture, disons un peu conservatrice du premier temps de la Révolution, doivent être réécrite ou réinterprétée, à la lumière ici des travaux de Philippe Gratteau, qui remonte un peu désormais, en 2001, dans ce qu'il a écrit, Les cahiers de doléances, une relecture culturelle, puisque Philippe Gratteau, historien de la Révolution française, estime qu'en réalité, finalement, les cahiers de doléances ne sont pas tellement des
des textes préécrits, comme on l'a longtemps dit, qui auraient été tramés par les patriotes et ensuite opposés aux tiers états. Il y aurait eu environ le 3/4 des cas, soit des réécritures de ces cahiers de doléances, soit la possibilité, lors des assemblées, d'une contestation de l'autorité du président de séance afin de laisser parler des éléments du tiers qui, évidemment du tiers favorisé, il ne s'agit pas ici des paysans illettrés, il s'agit plutôt de la bourgeoisie, mais d'éléments du tiers qui, chauffés à blanc par la circulation des pamphlets et la constitution d'une opinion publique, on ne cessera jamais de dire à quel point elle était importante du XVIIIe siècle, ont pu réellement prendre la parole et prendre la parole sur un terrain politique. Et on voit quand même donc des propositions, sinon révolutionnaires, émerger, en tout cas relativement audacieuses, beaucoup plus que ce que voulait le pouvoir royal en 1789, qui atteste non seulement de l'avancée politique, mais aussi du fort unanimisme de cet ordre, le tiers-état, qui va être capable de contester en bloc les prébendes revendiquées par la noblesse et par le tiers-état. Alors, ces états généraux sont enfin, après ces travaux préparatoires et la rédaction des cahiers de doléances et les filtres sociaux qui seront imposés, vont enfin être réunis à Versailles le 4 mai 1789. Et dès le lendemain, dans son allocution officielle qui annonce leur ouverture, le roi donne la couleur, si je puis dire, puisqu'il revendique, il réclame en tout cas une réunion, je le cite ici, je cite Louis XVI, d'avis sages et modérés. On voit qu'on est très très loin d'une ambiance révolutionnaire, alors que c'est vrai que la noblesse et le tiers-état ont refusé, dans un premier temps tout du moins, d'accord en cela avec les parlements, qui ici annoncent la vraie couleur, et notamment le Parlement de Paris, qui s'était annoncé soutien du peuple tant que ce soutien permettait de contester l'autorité royale, mais qui se révèle, le Parlement de Paris, extrêmement conservateur, lorsqu'au contraire, le tiers-état demande bénéficier d'un certain pouvoir au détriment de la noblesse. On se rend compte, là, c'est que le Parlement de Paris fait tomber le masque, et on voit bien qu'il n'y a absolument pas de la part du Parlement de revendications contestataires ou révolutionnaires, qui est en réalité bien plus la défense des ordres, des deux premiers ordres que sont la noblesse et le clergé. Mais bon, ici c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que la noblesse et le clergé se réunissent en ordre, façon implicite de dire qu'il est hors de question d'accepter un vote par tête, mais que le vote va bien rester par ordre. Et c'est parce que donc le tiers-état constate le refus de la noblesse et du clergé de voter par tête qu'il décide de se réunir dans ce qu'on appelle la Chambre des communes, en invitant les deux autres ordres à le rejoindre, et après en gros un mois de blocage, donc ça va jusqu'au 17 juin 1789. Cette Chambre des communes devient une véritable assemblée nationale, vous voyez que le terme ici trouve son origine, réunissant donc dans la salle du Jeu de Paume des élus du tiers-état, auxquels vont s'adjoindre progressivement les éléments les plus avancés de la noblesse et du clergé qui cherchent à débloquer la situation. Et c'est donc réuni dans la fameuse salle du Jeu de Paume, le 23 juin 1789, que l'Assemblée nationale, tiers-état et éléments avancés du clergé et de la noblesse, font le serment de ne pas se séparer avant d'avoir rédigé une constitution. Et on voit là réapparaître ce vieux principe aristotélicien qui avait été, souvenez-vous, revendiqué par Nicolas Orem au XIVe siècle, de la Constitution, qui devait fonder, ce qui ne se pense absolument pas alors comme une république, j'insiste, mais bien comme une monarchie, sur un modèle anglais d'une monarchie parlementaire. Et c'est comme ça que, enfin, le dernier aboutissement, après la Chambre des communes, l'Assemblée nationale, le 9 juillet, vous voyez que les événements se précipitent et on s'approche du fatidique 14 juillet, le 9 juillet 1789, l'Assemblée nationale, encore une fois, auquel se rallient de plus en plus d'éléments des deux autres ordres, après, à côté du tiers-état, constitue vraiment une Assemblée nationale dite constituante, c'est-à-dire capable de constituer une nouvelle constitution. Et c'est comme ça que se cristallise alors la Révolution française, qui s'appuie sur un blocage des institutions, sur une maladresse sans doute du roi qui d'abord a fait preuve d'une trop grande autorité et ensuite qui a cru
qu'on pouvait encore restaurer les États généraux, ce qui est un moyen de s'inscrire dans la lignée de grands rois comme Philippe le Bel, sans réaliser que l'opinion publique, entre-temps, s'était formée, que cette opinion publique allait sortir de son lit, tel un fleuve un jour de crue, et risquer de menacer son pouvoir. Donc crise politique, crise institutionnelle, crise de l'autorité du monarque, qui certes n'est pas contesté directement par les États généraux, mais en revanche ceux-ci vont cibler ses ministres. Et puis à côté de ça, bien sûr, il y a toute une crise, disons, structurelle de la société, une crise frumentaire. Il y a des disettes qui reviennent en 1788, 1789, qui font craindre alors des émeutes de la faim, qui expliquent que le pouvoir s'emballe. Necker, pourtant très populaire, est limogé le 11 juillet 1789, et c'est finalement le limogeage de Necker qui voit, donc surintendant général, qui voit se précipiter la cristallisation d'une opposition qui là devient réellement insurrectionnelle, et donc derrière la révolution. Voilà. Je rentre évidemment pas là dans le détail de la Révolution française, c'est absolument pas l'enjeu, mais comprenons bien que les États généraux sont à la fois une création royale destinée à renforcer le pouvoir du monarque, mais une création royale destinée à renforcer le pouvoir du monarque qui aboutit, alors même qu'eux-mêmes n'étaient pas révolutionnaires, qui aboutit à la précipitation de la Révolution. Et c'est parce que ces États généraux sont tout ça, et si je puis dire un peu tout et son contraire, et peut-être métonymie du fameux en même temps macronien contemporain, qu'ils sont un lieu de mémoire, selon l'expression de Pierre Nora, fort de la France contemporaine qui sort justement de la Révolution. Et c'est ce même Pierre Nora qui le dit bien dans l'article Nation du dictionnaire critique de la Révolution française, paru en 1988 sous la direction de François Furel-Menaozouf. Voilà ce qu'il nous dit, je vous cite ici une ligne et demie, vous me pardonnerez, de Pierre Nora. Il nous explique que l'avènement quasi officiel de la nation, de Nascor, naître. La nation apparaît pas en 1789, mais elle apparaît dans sa forme contemporaine en 89, c'est-à-dire fondée sur la souveraineté populaire. L'avènement quasi officiel de la nation est exactement contemporain des débuts même de la Révolution, c'est-à-dire de la réunion des États généraux. Et ces États généraux, bien sûr, à partir de là, parce qu'ils font lieu de mémoire, sont l'occasion de recréer du commun. Et c'est quelque chose qui, évidemment, au XXIe siècle, va être d'une importance considérable. On recrée du commun. On saute par-dessus les siècles, par-dessus les époques troublées, pour restaurer, renouer la chaîne des temps, comme on disait sous la Restauration, dans un tout autre contexte politique, renouer la chaîne des temps, recréer une unité entre une période de division, qui est la période que nous connaissons aujourd'hui, période où la démocratie représentative semble à bout de souffle, une période où on demande au contraire un retour de la démocratie dite participative, et 1789 qui est le moment où le peuple, mais c'est un peuple largement fantasmé, je vous renvoie à la critique que je faisais d'Augustin Thierry tout à l'heure en m'appuyant sur Crinan, où le peuple se serait saisi lui-même comme acteur constituant par le biais de cette Assemblée nationale et ensuite Assemblée nationale constituante. C'est l'occasion évidemment pour le pouvoir aujourd'hui, j'y arrive, de tenter, et c'est toujours dangereux en démocratie, de créer un consensus en réunissant les différents camps politiques. La gauche d'abord en invoquant un haut lieu du moment révolutionnaire et du moment de la contestation du pouvoir. La droite ensuite, en s'appuyant sur des États généraux qui ont été largement demandés par les patriotes. Aujourd'hui, sentiment que la droite réclame peut-être plus que la gauche. Et donc, vous voyez que États généraux, en cela, permettent d'assumer tous les héritages. Bon. À la fois de réclamer 1789 tout en s'appuyant sur un événement finalement assez rassurant pour le pouvoir. Pouvoir aujourd'hui d'Emmanuel Macron qui est souvent accusé, j'y reviendrai, de bravade autoritaire et qui là trouve l'occasion, en tout cas en apparence, de déléguer. C'est pas pour rien que Nicolas Sarkozy, qui essuyait les mêmes critiques, avait lui-même organisé et ressuscité les États généraux en 2009. Occasion de déléguer à des membres de la société civile l'occasion de débattre des grandes questions qui seront ensuite adoptées et qui devraient aboutir à une nouvelle loi. Occasion donc d'assumer, je vous l'ai dit, le double héritage de la gauche et de la droite, mais dans un cadre qui est un cadre ici
évidemment très très rassurant. Ce qui m'amène à penser alors ces fameux états généraux contemporains qui, d'une manière un peu étonnante, fleurissent depuis une douzaine d'années. On va essayer de comprendre. Alors, on a déjà donné quelques éléments d'explication, mais pourquoi on parle d'états généraux et pourquoi, en gros, depuis 2009, on voit comme ça se multiplier ceci, tout particulièrement sous Nicolas Sarkozy et sous Emmanuel Macron. Peut-être aussi parce que les années de François Hollande n'étaient pas des années soupçonnables d'être celle de l'incarnation d'un pouvoir autoritaire fort. Le président normal que voulait être François Hollande a essuyé bien des critiques, mais il n'était pas celui qu'on pouvait accuser de vouloir capter à son profit le pouvoir et de déséquilibrer alors l'équilibre de ceci au profit de l'exécutif. En cela, François Hollande avait beaucoup moins besoin des États généraux que Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron. Alors, d'abord, on a eu des Grenelles. Ce genre de tentative de rassemblement des experts de la société civile et de prise de parole par le peuple a d'abord pris la forme de Grenelle, ce qui permet d'évoquer ici, on a le Grenelle de l'environnement par exemple en 2009, ce qui permet en 2007, pardon, excusez-moi, 2007, Grenelle de l'environnement, ce qui permet là d'évoquer un autre héritage, c'est l'héritage de mai 68 avec les accords de Grenelle conclu fin mai 68, donc vous voyez que c'est un tout autre héritage culturel, mais c'est aussi intéressant, vous le comprenez bien, pour Nicolas Sarkozy, président de la droite décomplexée, de s'appuyer sur un modèle plutôt de la gauche contestataire et de la réunification nationale en invoquant mai 68, mais finalement, c'est là un héritage contesté que mai 68. Le Grenelle de l'environnement a entraîné des conclusions pour le moins modestes, et donc le type du Grenelle est largement tombé dans l'oubli. On aurait pu aussi penser à un colloque, réunion de chercheurs et d'universitaires. De fait, c'est quand même largement à ça que ressemblent aujourd'hui les États généraux, et c'est à ça que ressembleront demain les États généraux de la justice. Pas seulement, mais en partie. Ceci étant, le colloque paraît un peu déraciné, loin, là encore, des actifs de la société civile, trop intellectuel sans doute, et donc on lui a préféré le modèle des États généraux qui permet de dépasser le cadre très académique, à ce titre-là un peu intimidant, puisque les États généraux doivent au contraire, à la différence du colloque, et en cela plus ambitieux que le Grenelle, permettre, et là je cite Thierry Mandon dans son allocution d'ouverture aux États généraux, non de la justice, mais aux États généraux de la recherche sur le droit et la justice qui ont été organisés en 2017. Les États généraux, donc, nous disait Thierry Mandon, doivent permettre je cite, un dialogue entre chercheurs et praticiens. Fin de citation, ce que ne permet évidemment pas le colloque. Bon. Petite parenthèse que j'ouvre, c'est d'ailleurs assez intéressant de se rendre compte qu'on a eu en 2017 déjà des États généraux, certes pas de la justice, mais de la recherche sur la justice, et on peut donc quand même légitimement se demander si c'est tellement pertinent d'ouvrir des États généraux de la justice en 2021, alors que 4 ans plus tôt, tout de même, une forme très proche avait été mise en branle, comme si les États généraux se succédaient sans être totalement capables d'imprimer ou d'avoir une conséquence sur les décisions concrètes qui sont prises. Donc, États généraux ici qui se réunissent, qui évidemment ne réunissent plus les ordres, noblesse, clergé, tiers état, j'aime autant le préciser, puisque ceux-ci ont été dissous par la nuit du 4 août 1789, mais en revanche, c'est l'occasion, en tout cas fantasmée peut-être aussi, mais c'est tout de même ce mythe politique capacitant qui est ici convoqué, de réunir les classes sociales, réunir les professionnels, les spécialistes des différents thèmes, réunir les amateurs, de lier une histoire, très utile pour un exécutif aujourd'hui malmené, et de plonger dans la matrice fertile de la modernité politique française. Et c'est pas non plus anodin que Emmanuel Macron se prenne à ce jeu, lui qui, dans une interview qui avait été donnée à l'hebdomadaire libéral Le 1 en 2015, avait estimé que la démocratie française contemporaine reposait sur un vide, et que ce vide était la figure absente, vide laissé était dû à la figure absente du roi, dont les Français n'auraient jamais réellement voulu la mort, Louis XVI, celui-là même qui avait convoqué les États généraux, qui les avait ressuscités en 1789. Figure royale qui était à la fois une figure paternelle, une figure rassurante, dont jamais finalement les Français n'auraient fait le deuil. Et il est évident que
Emmanuel Macron, lui-même qui se pense comme un président jupitérien, formule qu'il avait revendiquée dans un article, dans une interview donnée au Monde en octobre 2016, donc moins d'un an avant son élection. Emmanuel Macron qui n'a jamais fait mystère de son attachement pour la figure royale, notamment lorsqu'il visitait le Puy du Fou en compagnie de son ancien ami Philippe de Villiers, où crânement, alors même qu'il était ministre d'un gouvernement socialiste, se détachait tout à fait explicitement du socialisme. Emmanuel Macron, donc, ici, va très opportunément enfiler le costume, non du monarque, bien sûr, mais en tout cas éveiller un écho qui est l'écho monarchique, assez compatible d'ailleurs avec l'héritage républicain. De Gaulle déjà, dont se revendique Emmanuel Macron, n'hésitait pas à être présenté en monarque. On se souvient tous de caricatures de Plantu qui étaient en même temps assez bienveillantes, qu'il montrait tel quel. Et donc Emmanuel Macron, il est aussi l'homme de cette synthèse de la double modernité. Une synthèse autoritaire, clairement, verticale, qui revendique l'héritage de la figure du roi, et en même temps héritage révolutionnaire. On rappelle quand même que l'ouvrage par lequel Emmanuel Macron, en 2016, rentre en campagne s'appelle Révolution. Évidemment, pas du tout anodin. Et c'est là l'occasion, donc, pour le président de brasser, comme dans un faisceau, ce double héritage, tout en proposant une participation politique au peuple au sens large, plus ambitieuse et, on peut l'espérer, plus aboutie que les formes, disons, qui émanaient directement de la société civile précédente et qui étaient pour le moins décevantes, que ce soit Nuit debout, et ces débats finalement assez stériles en 2016, ou que ce soit la forme beaucoup plus violente et effrayante des Gilets jaunes à partir de 2018, et que le 18 novembre 2018, après donc les émeutes violentes des Gilets jaunes, le Premier ministre d'alors, Édouard Philippe, soit venu sur le plateau du journal télévisé de France 2 et laissé tomber cette phrase qui lui a été beaucoup reprochée ensuite, la France, ce n'est pas l'anarchie. Évidemment, une manière de biffer d'un trait de plume toutes les revendications des Gilets jaunes. C'est là l'occasion de voir qu'il y a deux modes différents d'organisation de la parole populaire. Une forme qui émane du bas, si je puis dire, et qui serait anarchique, c'est tout du moins comme ça que le pouvoir le perçoit, et une forme qui viendrait du haut, au contraire, qui serait une forme beaucoup plus réglée, couverte par l'aile protectrice du souverain, et c'est ce que propose Emmanuel Macron, avec ici la convocation des États généraux. Ceci dit, comme je vous le disais tout à l'heure, les États généraux ne sont pas strictement dus à Emmanuel Macron. On a d'abord eu les États généraux de la presse écrite, qui ont été organisés à la demande de Nicolas Sarkozy en 2008-2009 pour tenter de juguler l'effondrement des ventes de la presse papier. On a eu ensuite, et c'est là peut-être le point séminal le plus important à citer, des États généraux de la bioéthique qui ont été inaugurés la même année, en 2009 donc, par la ministre de la Santé d'alors, Roselyne Bachelot, qui invitait chaque citoyen à participer à la rédaction de rapports qui ensuite étaient remis au gouvernement sur cette question, évidemment, alors qu'il y avait une forte inquiétude sur ces sujets-là qui touchaient au corps des individus. Comment légiférer sur le corps, comment le protéger sans tomber dans la critique foucaldienne d'un pouvoir autoritaire qui s'immisce jusque sous la couette et dans le secret cellulaire même des individus. Et c'est suite à cette initiative gouvernementale appréciée que le député Jean Leonetti avait déposé une proposition de loi qui avait été adoptée en 2011 d'ailleurs, exigeant que chaque loi bioéthique soit précédée de tels états généraux, quitte à ce que d'ailleurs ceux-ci, mais c'est une autre histoire, soient escamotés comme ça avait été le cas en 2013 quand l'exécutif avait estimé, donc vous voyez que l'exécutif parfois peut s'arranger comme il le souhaite avec l'expression de la parole populaire, quand en 2013 l'exécutif avait estimé dans le plein feu des manifestations de la manif pour tous et donc de la protestation contre l'ouverture du mariage au couple homosexuel, que donc le contexte n'était pas réuni pour que un débat, en l'occurrence ça aurait été en 2013 un débat sur la recherche sur l'embryon humain, et le contexte n'était pas bon pour que de tels débats aient lieu. Donc en l'occurrence,
il arrive parfois que l'exécutif comme ça bâillonne la parole populaire. En l'occurrence, les États généraux avaient été escamotés. Donc, il arrive que ceci le soit. Il n'empêche que le principe, en tout cas, si on s'appuie sur la proposition de Leonetti, c'est bien que ceci soit, et c'est finalement l'aboutissement de ce qui avait été demandé en 1789, vous le remarquez, régulièrement convoqué, afin de débattre de ces questions qui sont des questions qui touchent pas seulement à la sphère privée, mais même au plus intime des individus. Voilà. Ensuite, on a eu les États généraux de l'alimentation, ce qu'on appelle les GALIM, qui ont été organisés en 2017. Vous voyez qu'ici, on a basculé à partir de là sur le premier mandat d'Emmanuel Macron, qui ont servi de base à la grande loi alimentation de 2018. On a eu ensuite, dans le contexte évidemment du télétravail facilité par la crise pandémique, les États généraux du numérique pour l'éducation en novembre 2020. On a eu ensuite les très improbables et en ligne États généraux de la forêt et du bois en Île-de-France, qui alors là devient une initiative strictement privée, plus du tout organisée et pilotée par l'État. Bon. Les États généraux, enfin, sur les énergies renouvelables locaux, qui ont été convoqués le 8 octobre 2021 par la préfète d'Eure-et-Loir, pour discuter de l'implantation des éoliennes, autre sujet de contestation dans l'opinion. Vous voyez que désormais, on a, et ces deux derniers exemples semblent anecdotiques, mais à mon avis, ils restent significatifs, on a une espèce de dégénérescence des États généraux qui perdent alors complètement leur essence, telle que j'ai pu la restituer du XIIIe siècle et de la récupération d'Aristote jusqu'à 1789. Les États généraux étaient une espèce de tentative d'équilibre entre une volonté centralisatrice jacobine française, mais qui plongeait déjà dans une ambition royale, je vous l'ai dit, avec Philippe le Bel, Louis XI, et la revendication centrifuge du peuple qui réclamait davantage de liberté. Mais c'était une initiative publique qui devait restituer pleinement l'autorité et la légitimité du souverain, avec des États généraux organisés strictement par des acteurs privés, qui n'ont donc d'États généraux que le nom, ou des États généraux à l'échelle locale. Ce principe est largement trahi. Bon. Ce qui annonce ici plutôt un déclin, ou en tout cas une dissémination, pour pas être péjoratif, une dissémination des États généraux. Et on peut se demander quand même légitimement, avant de se pencher spécifiquement sur les États généraux de la justice là qui s'ouvrent, si après 220 ans de sommeil, en gros, de 1789, à leur réouverture en 2009, si les États généraux n'ont pas aujourd'hui perdu de leur sens, parce que la profusion, l'espèce d'accélération un peu fébrile et inquiète de ces manifestations, vous savez, on dit généralement que si on vote des lois qui abordent constamment les mêmes sujets, c'est que les premières lois n'ont pas eu l'autorité suffisante pour être respectées. Là, la multiplication des États généraux le laisse un peu penser. Est-ce que leur multiplication, finalement, n'entraîne pas l'affaiblissement de leur portée concrète, alors même que l'opposition semble de plus en plus circonspecte sur ces États généraux, y voyant une opération électoraliste de captation des voix, et alors que les États généraux sont censés susciter de la cohésion et du consensus, ce que je disais tout à l'heure sur Emmanuel Macron, la volonté donc de plonger dans la source baptismale de 1789. Aujourd'hui, ils vont plutôt susciter soit de l'indifférence, soit du doute et de l'inquiétude. On a Yannick Jadot qui voit dans la convocation des États généraux de la justice une opération strictement électoraliste. On a Philippe Portier, spécialiste juriste et historien spécialiste de la religion, qui voit cette fois-ci dans les États généraux de la laïcité en avril 2020, là aussi une opération de détournement de l'esprit de la loi de 1905, puisqu'il s'agirait, nous dit Philippe Portier, professeur à Sciences Po, de ranger la religion, l'Église, sous l'autorité de l'État, sur un modèle gallican, alors qu'au contraire, la loi de 1905 annonce une séparation des deux sphères et une indépendance très large de la religion. Donc vous voyez que ce soit dans le champ des chercheurs ou dans le champ des politiques, les États généraux aujourd'hui sont très loin de faire consensus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé vraiment, tout ce contexte étant restitué, qu'est-ce qui s'est passé en 2021 pour qu'on en arrive aux États généraux de la justice? Le 4 juin 2021, le président de la République, Emmanuel Macron, reçoit la présidente de la Cour de cassation, Chantal Arens, et le procureur général près de la Cour de cassation, François Molins,
pour discuter des attaques de plus en plus fréquentes dont seraient victimes les magistrats, de la part des politiques, mais aussi de la part du pouvoir en personne. Effectivement, ces attaques, alors sans ici prétendre être exhaustif et sans faire un inventaire à l'après-vert, ces attaques sont nombreuses et elles portent, elles font évidemment du mal sur en tout cas sur la foi des citoyens dans l'équilibre et l'indépendance des pouvoirs et de l'autorité judiciaire. En mai 2021, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, participe à une manifestation policière accusant la justice pénale de laxisme. On a entendu Gérald Darmanin dire que le problème de la police, c'était le manque d'argent de la justice, et que bref, la justice ferait bien mieux de balayer devant sa porte avant de mettre en cause les prétendues violences policières. Là, en 2019, c'est cette fois-ci l'opposition, mais pas des moindres, Jean-Luc Mélenchon, qui, reprenant d'ailleurs des anciennes de François Fillon, de Marine Le Pen à l'occasion, met en cause l'indépendance de l'autorité judiciaire, l'accusant à mots couverts d'être le bras armé de l'exécutif, pour tenter de bâillonner et de mettre à bas l'opposition. C'est ce qu'on appelle le lawfare, la réutilisation, réutilisation polémique et militante de la justice. C'est un néologisme qui a été forgé en 1975 par deux chercheurs américains, John Carlson et Neville Yeomans, Y-E-O-M-A-N-S, et qui a été, réactivé dans toute sa charge polémique en 2016 par le professeur à Oxford, Orde Kitri, K-I-T-R-I-E, dans un ouvrage qui s'appelle Lawfare, le droit comme arme de guerre. Et c'est vraiment explicitement sur cet ouvrage que s'appuie Jean-Luc Mélenchon quand il accuse en fait Emmanuel Macron d'utiliser les juges pour tenter ici de travestir cette autorité qui doit rassembler, faire consensus, rassurer, en arme de guerre tournée contre l'opposition au détriment du processus démocratique. Et c'est vrai que, sans du tout donner crédit aux accusations ici de Jean-Luc Mélenchon, très polémique et difficilement soutenable, il est néanmoins certain qu'en descendant personnellement dans l'arène, et nanti d'une autorité évidemment très importante, le chef de l'État s'est exposé à certaines critiques, et que le président de la République s'autorise à publiquement reconnaître le besoin de procès, selon sa formule, dans l'affaire Sarah Halimi, donc de cette femme juive défenestrée par un homme sous l'emprise du cannabis, alors même que pourtant la cour d'appel avait en janvier 2001 déclaré le suspect irresponsable parce que sous l'emprise du cannabis, est évidemment un peu surprenant. On peut s'étonner que le pouvoir exécutif morde à ce point sur l'autorité judiciaire. Bon. D'autant plus que en avril 21, la Cour de cassation avait rejeté le pourvoi, ce qui avait été l'occasion, bien sûr, pour les juges ici de rentrer dans un bras de fer et une opposition tout à fait explicite avec le chef de l'État, et avait eu pour conséquence de tendre les relations entre l'autorité judiciaire, les magistrats d'un côté et l'Élysée de l'autre. Et ces relations se sont notoirement dégradées, incontestablement, alors que vous avez en plus, depuis 2017, une effervescence législative en matière de justice qui caractérise le quinquennat, mais qui montre à la fois un intérêt certain, et l'augmentation des budgets est là pour en attester, mais en même temps une certaine fébrilité en la matière, puisqu'on n'a pas moins de 7 grands textes de loi de réforme de la justice, dont le dernier a été voté par le Sénat le 15 septembre 2021. C'est la loi dite confiance dans l'institution judiciaire. Le titre même de la loi d'ailleurs dit bien qu'il y a ici peut-être des inquiétudes et un trouble qu'il faudrait largement temps de dissiper. Et cette loi confiance dans l'institution judiciaire, pourtant loin de dissiper le trouble, va plutôt l'entretenir, puisqu'elle réécrit le délit de prise illégale d'intérêt, ce délit même dont doit répondre aujourd'hui le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, mis en examen en juillet 2021, et qui a pourtant participé à l'élaboration de ce texte, qui réécrit donc un délit dont il est soupçonné de s'être montré coupable, alors que pour la première fois, vous en avez largement entendu parler, un ministre est mis en examen et ne démissionne pas, et pas n'importe quel ministre, puisqu'il s'agit là donc du garde des Sceaux, qui a donc sous son autorité les magistrats qui seront amenés à connaître de son affaire.
Enfin, ultime ici sujet de friction, c'est la saisine pour conseil seulement, en février 2021 par le président du Conseil supérieur de la magistrature, le CSM, afin d'anticiper un projet de loi qui devrait idéalement être proposé à l'Assemblée nationale à la fin de l'année 2021 pour faciliter, alors vous voyez bien évidemment ici la charge très dure contre les magistrats, pour faciliter l'engagement de la responsabilité des magistrats par les justiciables. Il y avait là une réforme de 2008, une grande réforme constitutionnelle de 2008, mais le président de la République estime que celle-ci n'a pas totalement abouti, puisque cette réforme de 2008 permettait à n'importe quel justiciable de saisir le CSM, le Conseil de la magistrature, pour se plaindre d'une décision de justice. Bon. Il se trouve que de 2015 à 2021, au point où nous en sommes aujourd'hui, 1700 plaintes ont été déposées. 3 seulement sur les 1700 ont entraîné une audition du magistrat mis en cause, et jamais aucune sanction disciplinaire n'a été prise par une quelconque formation disciplinaire. Le président de la République estimait qu'il y avait là sans doute le signe d'un corporatisme qui protégeait indûment les magistrats, qu'il y avait lieu de penser que ce comportement créerait du trouble et une suspicion de partialité de la justice de nature à inquiéter les citoyens, d'où sa saisine du CSM et d'où derrière le projet de loi. Et dans son conseil du 24 septembre, dans sa réponse à la saisine du 24 septembre 2021, le CSM a formulé 30 propositions au chef de l'État et a recommandé, c'est un peu technique, donc j'irai pas plus loin, mais a recommandé notoirement ici au chef de l'État de ne pas s'aventurer sur un terrain dangereux et sur une pente extrêmement glissante, puisque il est possible aujourd'hui d'engager une sanction contre un magistrat sur le terrain de la violation de la procédure, mais pas du fond. Or, c'est ça en s'appuyant sur l'article 43 de la loi organique de 1958 sur le statut des magistrats. Or, ce que veut ici notoirement Emmanuel Macron, et le CSM ici a mis en garde le président contre cette mesure, mais Emmanuel Macron semble y tenir particulièrement, c'est bien pouvoir engager ici la responsabilité du magistrat pour violation de façon toujours grave et délibérée, selon la formule de l'article 43, mais de façon grave et délibérée d'une règle de fond. Donc on a ici, vous voyez, tout un ensemble de raisons de mécontentement des magistrats et du monde de la justice en général, de friction entre le pouvoir exécutif et l'autorité judiciaire. Et c'est donc pour essayer de dépasser ces conflits que Chantal Arens et François Molins ont conseillé au chef de l'État, dans leur entrevue, d'organiser les fameux États généraux de la justice, ceux-là même qui s'ouvrent désormais en octobre 2021. Bon. À Poitiers, à partir du 18 octobre, donc, et ce, jusqu'à leur clôture, le 21 février 2018. Sous la direction donc d'un comité, constitué évidemment de Chantal Arens et de François Molins, mais également du président du Conseil national des barreaux, Jérôme Gavaudan, ce qui n'est pas anodin, puisqu'on verra qu'il a eu des propos pourtant très durs à l'égard de ces États généraux, sous l'autorité des 2 présidents des commissions de loi de l'Assemblée nationale, à savoir Yaël Braun-Pivet, qui est un homme de la majorité, donc de La République en marche, et François-Noël Buffet, qui est tiré, lui, des Républicains. Vous remarquerez donc qu'il y a quand même une grande famille politique ici qui est absente, qui est à la gauche donc de l'hémicycle. Aussi siégeront dans ce comité des universitaires, comme le professeur de droit Christophe Jamin, une conseillère d'État, un membre du Conseil supérieur de la magistrature, et enfin l'ancien vice-président du Conseil d'État Jean-Marc Sauvé, qui a été récemment mis sous les projecteurs grâce à la publication en octobre 2021 du rapport de la commission qu'il a dirigé sur les abus sexuels au sein de l'Église. Alors évidemment, il est beaucoup trop tôt et pour cause, puisqu'on est là en octobre 2021, pour tirer les conclusions de ces États généraux de la justice qui ne sont pas encore ouverts. On peut en revanche formuler un certain nombre de questions et avoir un certain nombre d'inquiétudes si on s'appuie sur les réactions à chaud et peut-être polémiques, mais ma foi c'est leur rôle, des responsables politiques et syndicaux suite à cette annonce. D'abord, est-ce que ces États généraux
vont se situer, disons, en queue de comète de la profusion de ceux qui se multiplient depuis 2009 et donc n'être jamais qu'un moment aussitôt oublié de la tentative alors de mise en scène d'un pouvoir qui a de plus en plus de mal à engager des réformes de fond, ou est-ce qu'au contraire on va avoir là un véritable moment fondement d'une nouvelle politique de la justice à la toute fin du quinquennat et peut-être du premier quinquennat du président, qui permettrait alors de lancer de nouvelles relations entre les juges et l'exécutif. Est-ce que c'est complètement convaincant d'organiser des états généraux de la justice moins de 4 ans, je vous le disais tout à l'heure, après la convocation des états généraux de la recherche sur la justice? Est-ce que vraiment les problématiques sont différentes? Est-ce que les questions ont tant changé que ça? Est-ce que le droit civil va réussir à se tailler une place dans ces états généraux de la justice, alors que bien souvent le droit pénal accapare largement l'attention médiatique et politique, alors que justement ces états généraux ont pour intérêt normalement de laisser une place importante aux questions civiles? Est-ce que les policiers vont ou pas, je vous rappelais la polémique avec Gérald Darmanin il y a quelques instants, être intéressés à ces états généraux? Est-ce que le peuple, qui est quand même normalement le principe même des états généraux, va avoir l'occasion de donner son avis, au moins par le biais ici de députés, donc d'élus nationaux, peut-être pourquoi pas d'élus locaux, mais comment? En tout cas ici, rien ne l'annonce. Et ça, l'exécutif n'a pas encore complètement répondu à ces questions. Alors bien sûr, d'une certaine manière, des réformes ambitieuses et prometteuses ont été engagées. L'augmentation d'1,4 milliard d'euros du budget de la justice, qui était notoirement bas en France par rapport aux autres pays de l'OCDE, augmentation donc d'1,4 milliard d'euros en gros de 2017 à 2020. Ceci dit, le contexte quand même politique et symbolique reste pour le moins délicat. Et c'est pour ça que les syndicats d'ailleurs, malgré cette augmentation de budget qui était évidemment réclamée de haute lutte, les syndicats restent prudents. Céline Parizeau, par exemple, qui est présidente du syndicat majoritaire, l'USM, qui est donc un syndicat, disons, de centre-gauche, assez modéré, a tout de même, en octobre 2020, et c'est suffisamment surprenant pour être noté, je crois, accordé dans les colonnes d'un journal notoirement d'opposition, Le Figaro, accordé donc une interview dans laquelle elle pointait, je la cite ici, un contexte de polémique permanente sur le gouvernement des juges, le prétendu gouvernement des juges qui se substituerait alors à un gouvernement politique authentiquement démocratique, vieille rengaine qui remonte en France, tout du moins au moins aux années 1920, et qui généralement nourrit ici l'acrimonie de l'opinion publique contre les magistrats non élus. Plus à gauche, cette fois, la présidente du syndicat de la magistrature, très contestataire, donc ici Katia Dubreuil, déplorait, et on ne peut jusqu'alors que lui donner raison, déplorer le flou d'une initiative qui, donc les États généraux de la justice, qui proposait pour l'instant rien de concret et qui avait été annoncé en grande pompe sans doute avant l'été, mais qui se sont mis en place dans une certaine précipitation et avec, disons, un manque de préparation que les professionnels ici peuvent déplorer, alors que tout de même 60 magistrats ont été, entre l'été et l'automne, réquisitionnés pour préparer ces fameux états généraux de la justice sans communication à l'opinion publique et sans même que les principaux intéressés, ceux qui vont même siéger dans les différentes commissions, aient été complètement avertis des travaux préliminaires. Et c'est pas non plus, et je terminerai là-dessus, évidemment, anodin que ceci s'organise à 6 mois seulement des nouvelles élections présidentielles, ce qui justifie peut-être la crainte, on en faisait déjà état quand j'évoquais les mises en garde de Yannick Jadot à propos donc de précédents états généraux sur la laïcité, ce qui justifie donc les inquiétudes aujourd'hui d'un certain nombre de politiques, qui voient l'occasion peut-être pour l'exécutif de mettre encore une fois en scène ces liens prétendument privilégiés avec l'opinion, avec les chercheurs, avec des universitaires, avec les professionnels du droit, alors que, je vous l'ai dit, la situation est sans doute beaucoup moins reluisante. Et significativement, le président du Conseil national du barreau, qui pourtant siège dans le comité d'organisation, a lui-même, dans l'été, mis en garde contre, je le cite ici, je ne me permettrai pas sinon, le pugilat politique ou électoraliste qui pourrait être organisé en lieu et place d'une discussion concertée, intelligente et susceptible enfin, après février, d'aboutir à un projet de loi constructif pour remettre
en marche une justice qui est aujourd'hui largement minée par des contentieux politiques qui malheureusement portent atteinte à l'efficacité de son action. Je vous remercie.